fait immédiatement la une des journaux, ce qui répand dans le monde entier. Notre intervenant suivant, Philippe Ben-Simon, qui est criminologue, qui est canadien, qui est criminologue et spécialiste des faux en peinture, là, lui va nous parler d'escrocs au sens au premier du terme. On va plus être dans le métaphorique, on va être dans la partie tangible de ce genre d'activité. Je lui passe la parole. Merci. Merci. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Moi, c'est la première fois que je fais une conférence à 2h30 du matin. Ça, c'est avec le décalage horaire. Alors, j'aimerais tout d'abord, avant de commencer, faire juste une petite précision pour pas qu'il y ait de malentendus. Il n'existe pas de spécialistes dans le faux en peinture. Vous avez des experts pour 1, 2, 3, 4, 5 peintres, ou des fois des experts pour des ateliers, des écoles. Mais il n'existe pas en tant que tel d'expert dans le monde des faux en peinture. Est expert celui qui est reconnu d'abord et avant tout par ses pairs. Donc, qui est expert? Eh bien, ça peut être un galériste, un conservateur de musée, ça peut être un encanteur, un collectionneur, un historien de l'art, un professeur en histoire de l'art. Donc voilà. Alors, ça c'est pour juste une toute petite précision. Moi je suis d'abord et avant tout criminologue dans un pénitencier, je fais de la recherche également, donc ma clientèle n'a rien à voir avec les faussaires, même s'il m'a été donné l'occasion d'en rencontrer plusieurs. Donc lorsque monsieur Didier Gallo, président du festival, m'a fait l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des faussaires, surtout dans le domaine de la peinture, je me suis d'abord demandé comment est-ce que j'allais faire en 20 minutes, 20-25 minutes, pour vous parler d'un personnage. Un personnage qui est à la fois dangereux, parce que lorsqu'on parle de faussaire dans le monde de la peinture, il faut se rappeler que le faussaire, lui, n'est qu'un artisan, n'est qu'un chaînon n'est qu'une maille de la chaîne, si vous voulez. Il n'est là que temporairement, au même titre que le juge, les victimes, les policiers, les témoins, etc. Ce qu'il y a de dangereux lorsqu'on parle de faussaire, de faux dans le domaine de la peinture, c'est l'objet en lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui vieillit, donc qui n'a aucun rapport avec ce qu'on entend, ce qu'on voit dans le domaine de l'escroquerie en général. Le faux vieillit à l'ombre des regards. Il se retrouve un peu partout, dans les galeries, dans les musées, un peu partout dans le monde. Et il n'existe pas un musée dans le monde actuellement qui ne retire pas 1 ou 2 toiles chaque année de ces simèzes, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, je le répète, le faussaire n'est qu'un maillon de la chaîne. En 2 mots, l'artisan d'un mensonge encadré. Pour les faussaires, alors ce ne sont pas les noms qui manquent. J'avais le choix entre une quinzaine de faussaires, qui pouvaient être d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de France. J'ai donc cherché un personnage qui pouvait cadrer avec ce festival par son côté romanesque. Ce faussaire s'appelle Anne van Meegeren. Je suis sûr que dans la salle, il y en a plusieurs parmi vous qui en ont entendu déjà parler. C'est un faussaire qui a du reste inspiré quelques anecdotes de films, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, le film de Norbert Carbonneau qui a été produit en 1957, Le temps des œufs durs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors c'est un film, pour ceux qui s'en souviennent, qui mettait en vedette Fernand Gravet, Darry Cole, Béatrice Altariba et Daniel-Émile Foch. Alors, Van Meegeren n'est pas en soi le faussaire le plus dangereux, mais par contre c'est probablement celui dont l'histoire est la plus rocambolesque, la plus à la fois vaudeville. Ce n'est pas quelqu'un qui est dangereux parce que sa production de faux ne dépasse pas une 50aine de tableaux. Ils ont tous été récupérés, tous catalogués, classifiés. Ils ont été retracés tableau par tableau, saisis. Certains ont été détruits, d'autres ont été mis en vente. Vente aux encarts, notamment à Paris, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Plusieurs tableaux, alors vendus comme faux évidemment sur la place publique. Donc les acheteurs savaient de quoi il s'agissait.
Donc les faux que Van Meegeren a produits s'échelonnent sur une dizaine d'années. Ce qui fait sa particularité, c'est que ça, et d'ailleurs ça rentre là encore comme un détail dans ce festival, c'est que ça se passe dans les années 30 et durant l'occupation. Donc les maîtres auxquels il s'est attaqué faisaient tous partie de l'école flamande. Alors un des chemins les plus périlleux pour tous ceux et celles qui seraient tentés par la profession entre guillemets de faussaire. Il est beaucoup plus facile évidemment de se lancer dans ce qu'on appelle la peinture moderne que de s'attaquer à des maîtres flamands qui remontent à 2 siècles et demi. Alors né en 1889, Meegeren était un peintre à l'origine, traditionnaliste, donc qui a été toute son éducation se rattachait au grand maître de l'école flamande. Il était un petit peu, si vous voulez, à son époque, donc fin 19e, début 20e siècle, il était un petit peu à l'instar de Bouguereau, ce que Bouguereau était à l'art pompier. Alors on parle à l'époque déjà d'expressionniste, on parle de surréalisme, etc. Lui, Van Meegeren, était vraiment rattaché à une peinture, comme je viens de vous le dire, qui remontait à 2 siècles et demi. C'est un homme qui a été très rapidement abattu par la critique. Pourquoi ? Parce qu'il était considéré comme un peintre passéiste. Alors son histoire débute dans les années 1935-1937 à Rotterdam. Ne pouvant être connu, Meegeren a un plan. Être admiré à travers la peau d'un autre. Et cet autre, eh bien, il l'a choisi, c'était Johannes Vermeer. Et pour imiter des peintres, des maîtres de cette époque, il fallait à la fois savoir comment ces maîtres peignaient, se servir d'ingrédients, de coloris, de liants d'époque, de toiles d'époque. N'imite pas Vermeer qui veut. On peut imiter un Matisse, un Picasso, un Dali. En soi, c'est pas tellement difficile. Vermeer, d'ailleurs, un de ses premiers tableaux, La Seine, Meegeren avait mis plus de 4 ans à l'exécuter. Donc c'est pour vous dire. Pour les craquelures, alors par exemple, pour les craquelures, Van Meegeren s'était servi d'un four électrique, un four à pain électrique. S'était servi de jus de réglisse, de poussière qu'il allait récolter sur certaines sculptures dans les églises. Donc vous voyez, c'est un petit peu quand même assez romanesque. Donc un de ses premiers faux, qui s'intitule Le Christ à Emmaüs, bien qu'il n'était accompagné d'aucun document d'époque, a tout de suite été authentifié par d'éminents historiens, dont Abraham Bridus, qui était très connu en Hollande et d'ailleurs dans le reste de l'Europe, une sommité en la matière. Pourquoi est-ce que ce tableau a réussi à percer l'histoire de l'art ? Bien parce que Johannes Vermeer, aujourd'hui encore, on ne connaît de son œuvre que 35 toiles. 35, ce n'est pas grand-chose. On a très peu de lettres d'époque, on n'a pratiquement rien sur sa biographie, et il y a de longues périodes où il n'y a aucun tableau. Alors c'était facile pour Van Meegeren d'inventer, de boucher, si vous voulez, un trou dans la biographie de Vermeer. 2 ans plus tard, à la veille de la guerre, un riche collectionneur fait l'acquisition d'une toile portant le monogramme PDH 1658, donc Peter de Hoogh, que je vous invite demain à voir, illustration à l'appui. Alors personne n'avait trouvé étrange qu'en 3 siècles, pas un seul nouveau Vermeer n'ait été signalé, et là, subitement, l'espace de 5 ans, 6 Vermeer vont réapparaître sur la scène. Alors, comme on l'entend souvent dans les histoires de faussaires, bien, ce sont des héritages lointains, trouvés soit d'une grand-mère, soit d'une grange, etc. Donc un miracle qui va au-delà de toute loterie. Rappelons que Johannes Vermeer, 1632-1675, ne fut découvert qu'en 1866 par un critique d'art et historien, Théophile Thoré, plus connu sous le nom de William Burger.
mais que depuis la mort du peintre, comme je viens de vous le dire, seules 35 toiles sont répertoriées et authentifiées comme telles à travers différents musées dans le monde. En 1941, alors que l'Europe est sous occupation, le même collectionneur acheta un autre Vermeer jusque-là totalement inconnu, le buste du Rédempteur. L'année suivante, 4 autres toiles de Vermeer sont découvertes. Alors, dans ces heures très sombres de l'humanité, Van Meegeren devient rapidement un homme très riche. Les Allemands ont vent de ces découvertes au point où Hermann Göring, Reichsmarschall de la Luftwaffe, va en personne acquérir ce tableau en espèces. Il va restituer environ 200 tableaux de peintres mineurs contre cette toile. Alors, comme c'est souvent le cas lorsque l'on croit avoir le vent dans les voiles, Van Meegeren n'hésite pas à prendre des tas de risques. Plusieurs maîtres flamands sont vendus aux troupes d'occupation. Sa jubilation est telle qu'il tombe très rapidement dans la consommation de morphine. Ses faux semblent étouffés. Il a besoin d'air. 29 mai 1945. Dans la vague d'arrestations qui déferle sur l'ensemble de l'Europe, Van Meegeren est arrêté et accusé de collaboration économique avec l'ennemi. À aucun moment, les œuvres du faussaire sont attaquées d'un point de vue iconographique ou iconologique, ou même scientifique. Parce que, comme vous le savez, il y a différents types d'expertise. Il y a d'abord la lecture historique du tableau, et il y a l'expertise en laboratoire qui est faite soit par des physiciens, soit par des chimistes. Alors, au lieu de jubiler devant les remous d'une telle méprise, Van Meegeren va plutôt s'enfermer dans une sorte de mutisme. Il ne dit rien. Il laisse les accusations tomber une à une sur son dos. Il préfère se terrer dans un silence que personne n'arrive très bien à comprendre. Les journaux parlent de lui comme d'un peintre raté, enrichi en spoliant des biens qui ne lui appartenaient pas. 10 mois plus tard, là l'affaire débute, Van Meegeren n'en peut plus, il éclate devant le tribunal et il dit « Je n'ai jamais rien vendu, bande d'imbéciles, tous ces tableaux sont de moi. Vous m'entendez, de moi et de moi seul. » Il poursuit sa lancée, citant tour à tour chaque faute de sa production et demande au juge qu'on le décore pour son acte patriotique, puisqu'il a vendu des faux aux troupes d'occupation. Sa confession fait immédiatement l'effet d'une bombe. Personne ne le croit. Les médias sont même muselés. Van Meegeren n'en continue pas moins de crier son innocence. Au risque de tout perdre, y compris sa fortune, il croit forcer le destin en prouvant son génie à la face du monde et avoue au juge que la femme adultère, exposée au musée de Rotterdam, eh bien, il l'a peint sur un tableau qui représentait une scène de bataille et qu'il n'y avait qu'à le radiographier pour s'en rendre compte. L'examen en question aura bien lieu, mais ne sera pas retenu par le tribunal. Pourquoi ? Eh bien, parce que le juge a déclaré que son entourage ou lui-même pouvait très bien l'avoir su que ce tableau avait été peint sur une scène de bataille. C'est-à-dire que lui aurait pu avoir vent d'une radiographie. Donc ça ne pouvait rien, si vous voulez. Naïvement, un des enquêteurs de police présent au tribunal suggère alors au juge que l'accusé fasse la démonstration de son génie. Van Meegeren accepte. Il demande qu'on lui fournisse les matériaux nécessaires. Quand on parle de matériaux nécessaires, par exemple, lapis lazuli, ce sont des coloris excessivement chers, plus chers que l'or. Alors, peindre sur des toiles à l'époque qui dataient de 2 siècles et demi n'avait rien d'extraordinaire. Encore aujourd'hui, vous pouvez acheter de la toile qui date d'époque, qui se vend au mètre carré. Vous pouvez trouver des pinceaux d'époque. Ça non plus, ce n'est pas extraordinaire. Les liants, les vernis, ce qui est important, c'est la technique, savoir comment utiliser, comment procéder, la facture du tableau. Alors la presse titre alors « Est-ce un escroc héros ?» et les autres, les experts, une bande d'imbéciles.
Van Meegeren choisit son sujet de prédilection, la période religieuse. Le Christ adolescent enseignant au temple. La toile fera 149 par 192 cm. Il commence à peindre en cellule, puis demande à ce qu'on le déplace dans un endroit plus aéré. Les bruits courent à l'effet que de nouvelles accusations seraient sans doute portées contre lui, mais cette fois-ci, non pas pour collaboration économique avec l'ennemi, mais pour fraude. Devant cet état de fait, Van Meegeren refuse de vieillir artificiellement ses tableaux et de les signer. Puis il exige qu'il ne soit plus surveillé par 3 ou 4 policiers placés avec lui en permanence, qui pourraient d'ailleurs peindre sous l'œil de la police. 2 mois plus tard, le tableau est terminé. En dépit de la censure, les autorités muséales deviennent la risée des journaux. Ceux qui ont reconnu la valeur et l'authenticité de ces chefs-d'œuvre sont obligés à présent de reconnaître son talent. C'est pour lui la consécration, le summum de la jouissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de nombreux tableaux peints par Van Meegeren ont été reproduits dans plusieurs albums, plusieurs encyclopédies d'époque. Le procès va durer au total 10 mois. Van Meegeren fera tout pour que le tribunal reconnaisse sa culpabilité, parce qu'à travers elle, son génie. Entre-temps, la totalité de ses biens est saisie, confisquée. Il a, à l'époque, plus d'1 million de florins d'amende, ce qui est une somme gigantesque. Le 12 novembre 1947, prenant en considération son état de santé, qui s'est gravement détérioré, la Cour le condamnera à 1 an de prison. C'est presque une peine symbolique. Le 26 du même mois, il est hospitalisé. Et le 30 décembre, Anne Van Meegeren sera terrassée par une crise cardiaque. Crise cardiaque reliée directement à toute cette affaire. Là s'arrête cette histoire à la fois pathétique et combien humaine, celle d'avoir cru un jour être pouvoir légal d'un maître comme Johannes Vermeer. Voilà, moi ce que j'aimerais vous dire, mesdames, messieurs, avant de terminer, je vous invite cordialement demain à venir assister à cette présentation sur les faux. Il y aura une 50aine de diapositives en couleur, sur notamment quelques-uns de Van Meegeren. Donc je regarde un petit peu le temps qui passe, je ne veux pas faire comme certains confrères, dépasser le temps qui m'est imparti. Je vous remercie parce que j'ai d'autres personnes à côté de moi qui m'attendent et je suis dans un tribunal, il y a la place de l'accusé, je ne tiens pas à m'y asseoir. Merci mesdames, messieurs et au plaisir demain.